Même avec une preuve solide à l'appui, l'argument serait toujours « oui, mais c'est hors contexte Ok. ». Même avec une preuve solide à l'appui, l'argument serait toujours « oui, mais c'est hors contexte Ok. ». Parmi les ruses de prédilection, d'indicible pitoyabilité, des lâches qui, forcément, par leur lâcheté, deviennent des personnes perverses narcissiques, puisque leur lâcheté les poussant à se dérober à leur devoir de tenir une bonne conduite, de se comporter correctement avec les autres, leur devoir de moralité, leur devoir aussi de reconnaître leurs torts, de reconnaître leurs défauts qui peuvent donc en faire des parasites sur le plan social, et de se remettre en question. Donc parmi leurs ruses de prédilection, d'indicible mesquinerie et pitoyabilité, nous trouvons celle systématique qui consiste donc à crier à la sortie du contexte. Ces gens n'assumant pas leurs paroles et leurs actes, lorsqu'on en prouve l'immoralité, le caractère injuste et problématique par cela, par du factuel, avec des éléments probatoires, ces personnes réagissent systématiquement en prétendant qu'on sortirait malhonnêtement donc leurs propos, les faits dont on fait état alors, les concernant, de leur contexte. Et en fait, que font ces personnes alors? Très mesquinement, elles réinventent le contexte qui les arrange. Donc c'est là où dans un précédent audio je parlais de recontextualisation mythomaniaque et perverse, c'est-à-dire qu'elles vont prétendre, donc en feignant bien évidemment être de la bonne foi la plus implacable et incontestable, recontextualiser honnêtement, remettre les propos qui leur sont reprochés dans le vrai et bon contexte, donc en jouant les gens anti-malhonnêteté, etc., en faisant des tonnes avec leur talent de comédien et de comédienne. Mais en fait, ces personnes, en réalité, s'opposent à la vraie contextualisation, font un reproche illégitime et calomnieux aux gens qui les détractent justement, avec raison, de mentir sur le contexte ou de sortir du contexte, alors qu'en fait, ces personnes parlent de leur tort dans le vrai contexte, relativement au vrai contexte. Ce sont eux qui, ne voulant pas reconnaître leur tort, inventent que c'est sorti du contexte. Et alors, donc, ils recontextualisent de manière donc à faire croire que dans le contexte que prétendent que c'était, ça deviendrait moral, compréhensible, approuvable et légitime. Voilà. C'est facile de réinventer un contexte qui est de nature à faire passer tous les propos qu'on aurait pu tenir d'injustes comme étant finalement justes, comme étant approuvables. N'importe quelle personne qui a un peu de vice, qui a un peu de malice peut faire cela. C'est la facilité, c'est de la lâcheté pure. Par contre, ce qui est bien plus salutaire, honnête, c'est d'assumer, de reconnaître le vrai contexte, de ne pas tricher, de ne pas recourir à donc réinventer le contexte qui nous arrange. À chaque fois, c'est systématique, c'est vraiment ce qu'ont toutes les personnes perverses en commun, c'est cet automatisme à prétendre qu'on sort les choses de leur contexte systématiquement, et on ne peut plus porter la moindre critique dès qu'on sort de l'approbation inconditionnelle de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils font. Ils crient primitivement à la sortie du contexte. C'est devenu un réflexe, un automatisme, c'est devenu presque compulsif, c'est insupportable. Ça fait partie de leur ruse de prédilection pour s'immuniser contre tout reproche, alors que quand on leur adresse un reproche qui s'accompagne, si on est honnête, d'une morale et qui doit être adressée légitimement, c'est-à-dire que si on fait ce reproche, on ne doit nous-mêmes pas être reprochable de ce qu'on reproche, sinon c'est totalement absurde, c'est illégitime. Ces personnes, quand on leur adresse un reproche, en tout cas quand on est quelqu'un d'honnête, on ne le fait pas malveillamment, on ne le fait pas pour les plomber ou pour les damner ou les enfoncer ou les faire passer pour des mauvaises personnes qui seraient indécrottables et les disqualifier. Non, c'est simplement pour leur souligner qu'ils ont un tort qui s'avère être problématique, par lequel en fait ils portent préjudice, par lequel ils infligent de l'injustice, et on les invite donc à se remettre en question, à se corriger pour ne pas réitérer donc cette faute. C'est une invitation à l'amélioration que eux, dans leur orgueil, dans leur indisposition par cet orgueil et dans leur lâcheté, ils ne veulent pas reconnaître comme de la bienveillance. Donc eux, ils vivent en fait ça comme de l'agression. Ils s'accommodent à prétendre qu'on les agresse, ou ils inventent en fait de la malveillance en fond chez nous, parce qu'en fait, ce sont eux qui ont un problème de confrontation à leur tort. En fait, ils vivent très mal, traumatiquement, par faiblesse narcissique, toute confrontation à leurs défauts, à leurs torts, à leurs tendances immorales,
à leurs mauvaises addictions aussi, à leurs vices, et ne veulent pas voir donc leur part de défaut, leur part de tort, veulent qu'on soit toujours élogieux à leur égard, qu'on soit inconditionnellement dans l'approbation de tout ce qu'ils font, qu'on les voit comme merveilleux, qu'on soit complice avec eux même dans l'inversion, dans le sens de les prendre pour le contraire de ce qu'ils sont, hein. Donc plus ils sont bas, plus ils sont immoraux, plus ils sont décadents, dépravés, injustes, pervers, même vicieux, et plus ils nous sommes qu'on les voit comme étant des gens éminemment moraux, brillants, bardés de toutes les qualités enviables, les gens les plus humains, les plus justes, etc., exigeant que l'on soit complice avec eux dans cet inversionnisme pervers, hein, dans lequel et par lequel ils se prennent déjà tout d'abord et se font passer pour leur contraire moral. Voilà, donc ce qui implique forcément de faire passer des gens qui sont vraiment moraux, qui ont vraiment les qualités que eux prétendent alors donc usurpatoirement avoir, pour des mères, pour des gens immoraux, pour ce qu'ils sont eux en fait. Voilà, ils projettent alors sur ces gens-là les tares, les traits de turpitude qui les caractérisent et qui ne veulent pas reconnaître comme étant leur. Donc c'est quand même assez hallucinant parce qu'aujourd'hui, dès qu'on formule la moindre critique, on se retrouve donc étrié sur le champ, le couperet tombe bientôt. S'ils pouvaient nous passer à la guillotine pour nous exécuter sur le champ, les plus pervers le feraient. Donc on nous somme de nous inhiber et on essaie de nous inculquer que donc adresser la moindre critique à ces gens-là et ne pas être inconditionnellement dithyrambique les concernant serait le crime de lèse-majesté, serait le mal absolu, le plus impardonnable. Voilà, parce que ces gens sont des monstres d'orgueil, proportionnellement à leur lâcheté incommensurable, et ne veulent pas qu'on les enquiquine avec la moindre critique, ne veulent surtout pas qu'on leur fasse la morale, et donc l'une de leurs ruses de prédilection sur laquelle ils se reposent, dont ils abusent, c'est celle-ci qui consiste donc à crier à la sortie du contexte. Alors, le fait est que forcément, quand on leur fait un reproche, même quand on nous fait un reproche à nous, forcément qu'on doit, on désigne l'objet du reproche. Donc on est obligé de le désigner. Donc par le fait de le désigner, forcément on le prend en objet de jugement, un objet de discussion, un objet de délibération, et forcément on va donc, si je puis dire, l'extraire. Il y a toujours moyen de crier finalement à la sortie du contexte. Alors pour être légitime à les critiquer, pour que ce soit acceptable, on devrait à chaque fois prendre le tout. Donc prenons l'exemple, par exemple, de, je sais pas moi, d'une œuvre livresque. Prenons, par exemple, un livre d'un auteur qui écrirait des belles choses dans bien des pages de ce livre, mais qui, en plein milieu, ferait l'apologie de la pédocriminalité, par exemple. Écrirait des saloperies ignobles, glissées au milieu de belles paroles. Et ne serait-il pas hypocrite alors de fermer les yeux sur cette saloperie, cette apologie ignoble, sous prétexte que dans d'autres parties du bouquin, il y aurait des belles paroles, hein, et on peut appliquer ça avec des livres dits religieux aussi. Voilà, là, alors on va nous dire, faut pas sortir du contexte et on va chercher à nous interdire de juger cette partie ignoble et de nous en alarmer. C'est dangereux ça. On ne peut pas invalider un jugement moral, justifié, légitime sur quelque chose d'immonde, d'alarmant, de préoccupant, avec toujours cette rhétorique et ce concept de la prétendue non-sortie du contexte. Il y a des choses aussi qui sont objectivement, je dirais même presque en tout contexte, condamnables. Et oui, ça déplaît à beaucoup de l'entendre, donc après on en revient à l'objectivisme moral, hein, qui est insupportable à beaucoup, qui préfèrent rester dans le subjectivisme, d'ailleurs qui est lié à ce prétendu contextualisme-là, qui est en fin de compte un contextualisme pervers, à distinguer d'un contextualisme honnête, donc des gens qui simulent être rigoristes en matière de contextualisme et qui en fait veulent simplement, subjectivement, recontextualiser comme ça les arrange, comme je le disais en ce début d'audio. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dérangés avec le concept de l'objectivisme moral, qui ne veulent pas reconnaître que dans la vie, il y a des choses qui sont objectivement mal et objectivement bien. Par exemple, violer des enfants, c'est objectivement mal. Personne ne peut dire, avec sérieux et prétention de raison, qu'il y aurait des contextes en vertu, entre guillemets, desquels le viol deviendrait moral. Non, le viol est mal dans l'absolu, qu'importe le contexte. Donc, on peut alors dire que
le viol c'est mal est une vérité morale, objective, absolue. De là en découle le principe moral de ne pas commettre donc de viol, parce que c'est objectivement mal. Donc on peut déduire plein de principes moraux comme ça, et donc cet ensemble de principes moraux et d'interdits moraux constitue donc la morale. On a une éthique personnelle qui est plus ou moins morale et nous devons donc la moraliser en la rapprochant en fait le plus possible de la morale objective. Donc il y a un effort qui est un devoir de chacun, un devoir je dirais même universel en vrai, je dirais presque existentiel, d'objectivation de notre éthique. Et pour ce faire, il faut bien un référentiel de morale objective. Et tout d'abord, comme prérequis, comme condition sine qua non, reconnaître l'existence de la morale objective. Si on est dans son déni et qu'on est dans cet hypersubjectivisme normativisé catastrophiquement qui règne délétèrement dans cette société, qui est voulu toujours plus dominant, on ne peut pas être dans cette démarche de moraliser notre éthique, puisqu'on n'a pas le on nie l'existence même du référentiel de morale objective. En fait, si on se dit que la morale, ce serait quelque chose de purement subjectif, de relatif, que chacun pourrait penser ce qu'il veut du bien et du mal, se faire sa propre conception du bien et du mal, et donc sa propre morale, qu'il n'y aurait pas de loi morale transcendant les subjectivités objective et supérieure, si je puis dire, objectivement commune et transcendamentalement commune, si chacun peut faire ses lois morales comme il l'entend et voir midi à sa porte au sujet du bien et du mal, il ne peut y avoir aucune justice. Chacun alors va se faire les conceptions du bien et du mal qui l'arrangent à l'aune de sa mauvaise foi, en fonction de son niveau de moralité du moment, voilà, parce que ça va lui faire bobo à l'ego de reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal, donc il va se persuader que ce n'est pas mal mais bien, et donc pervertir donc sa morale, donc ça va donner des choses assez hallucinantes. Et si chacun fait ça, donc chacun va rester dans son voilage de face et se bricoler sa version de la morale qui va lui permettre de mieux donc se raconter des histoires, de mieux se cacher ses propres torts à ses yeux et aux autres. Voilà, ça ne peut pas aller. Il ne peut pas y avoir d'assagissement, d'amélioration, d'abonnissement, de progression morale avec ça. Donc le bon sens, l'intelligence, c'est de tendre vers l'objectivisme moral, de travailler, même si ça peut être déplaisant, à donc moraliser son éthique en reconnaissant qu'on a pu se tromper dans nos délibérations morales, qu'on a pu adopter de mauvais principes qu'on a cru moraux mais qui ne le sont pas tant que ça ou qui ne le sont pas du tout. Et il faut donc travailler à gagner en capacité à revoir son éthique pour la corriger, la conformer le plus possible à la morale objective. Ne pas tricher, ne pas se persuader que sa fausse morale, sa morale subjective qui nous arrange, serait la morale objective et voilà, inverser objectivisme et subjectivisme, objectivité et subjectivité, comme beaucoup se plaisent à le faire. Et donc, dans cet intégrisme en subjectivisme, dans lequel malheureusement la majorité actuelle et écrasante des gens est, il y a donc cette usurpation du contextualisme honnête par le contextualisme pervers. J'entends par contextualisme pervers celui donc par lequel et dans lequel les lâches recontextualisent comme ça les arrange, ne vont pas vouloir reconnaître le vrai contexte dans lequel donc ils ont commis des choses, où ils ont pu dire donc des saloperies, notamment des mensonges très diffamatoires, infligeant par eux beaucoup d'injustices. Ils vont donc ne pas vouloir reconnaître leur vrai contexte pour ne pas reconnaître donc leur tort, et donc vont s'opposer au factualisme des gens honnêtes qui vont ramener au vrai contexte et qui vont, à l'aune de l'objectivisme moral, montrer que indépendamment du contexte, c'est mal. Ceux que j'appelle depuis maintenant pas mal d'années les immoralistes, c'est-à-dire ces lâches qui en deviennent pervers et qui sont anti-morales, qui veulent donc transgresser la morale et n'en faire qu'à leur tête, vivent selon leurs propres lois, au mépris des vraies lois morales, au mépris du bon sens, au mépris de la logique, au mépris du rationalisme aussi, au mépris de la justice, et qui ne veulent avoir à rendre de compte à personne. Mais par contre, quand préjudice leur est porté, là, c'est une autre affaire, donc on voit tout leur illogisme. Ces gens qui veulent que mal ne leur soit pas fait, mais qui n'ont aucune disposition à veiller à ne pas en faire, ou alors à n'épargner que ceux qui sont en pouvoir de
leur faire morfler en retour, c'est-à-dire qu'il se fixe une limite morale que s'il risque quelque chose à offenser la personne. S'ils ne risquent rien, là, ils n'ont aucune compassion, aucune empathie et aucun scrupule à porter préjudice à la personne parce qu'il n'y a pas de retombée ensuite. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent problématiquement comme ça, qui se donnent le droit d'offenser des gens si ces personnes ne sont pas défendues, par exemple socialement, si elles n'ont pas de pouvoir de représailles, si elles sont sans défense. Ils ne vont avoir aucune retenue contre ces personnes, mais par contre, si une personne a un pouvoir de représailles, un pouvoir de répondant, là, ils vont s'abstenir, là, ils vont faire très attention, là, ils vont être ultra vigilants, non pas par authentique souciance de ne pas offenser la personne, mais égoïstement, pour ne pas en pâtir eux en conséquence. Donc c'est triste parce que du coup, il y a cet égoïsme qui pervertit la morale de la plupart des gens, qui ne sont pas capables de transcender leur égoïsme et d'objectiver leur morale. Donc ils vont se comporter différemment avec les gens en fonction de leur capacité de représailles. Normalement, un être humain raisonnable n'a pas besoin d'être sous le coup d'un chantage, et n'a pas besoin d'être sous le coup de la peur pour avoir à se mettre une limite et à s'abstenir d'offenser l'autre. Celui qui a la possibilité de faire du mal à quelqu'un sans risquer en représailles, mais qui s'abstient de lui infliger ce mal et qui décide quand même de bien se comporter avec cette personne, malgré qu'il pourrait l'offenser, qu'il pourrait en profiter même pour abuser de la personne, pour prendre le dessus sur elle, pour l'exploiter, pour l'escroquer relationnellement, tricher avec elle, par le fait d'avoir le dessus sur elle, récolter plus qu'elle lui donne, etc. Celui qui, malgré ça, se comporte bien avec cette personne, alors que rien ne l'y contraint, ne l'y oblige, hormis la morale, hormis la souciance de moralité.